Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du droit international public. Tout d'abord, commençons par donner une définition bien simple et claire du DIP. Le DIP, c'est l'ensemble de règles juridiques qui régissent les relations internationales. Il a pour mission d'assurer la paix et la stabilité dans le monde, c'est-à-dire il a une fonction d'ordre. Alors, quels sont les acteurs du DIP? Au premier plan, on trouve l'État. Cette notion qu'on va l'évoquer dans cette vidéo et traiter tout ce qui est en relation avec elle. Au deuxième plan, on trouve l'organisation internationale. Alors, qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est une personne morale du DIP, l'institution de base de l'univers politique. Au niveau interne, l'État est régi par le droit constitutionnel. Les États sont différents par la taille, la puissance, le régime politique et la forme juridique. Les éléments constitutifs de l'État d'une part sont matériels, d'une autre part sont juridiques. Alors, les éléments matériels sont la population, le territoire et le gouvernement. La population, c'est un groupement d'humains. Il se divise en 4 catégories. Les nationaux sont les personnes qui portent la nationalité d'un État. Une nationalité, c'est un lien juridique de rattachement d'un individu à un État. La nationalité peut être établie à une personne selon un lien de sol, un lien de sang et par la naturalisation. Les étrangers sont des personnes qui entrent dans un pays hors de leur pays national d'une manière régulière par une carte de séjour. Chaque État est libre pour déterminer lui-même les conditions d'accès à son territoire. Les réfugiés sont les personnes qui ont été obligées de quitter leur pays. Cette notion a commencé à apparaître après la Première Guerre mondiale en 1921. Lorsque la SDN a créé le Haut Commissariat aux réfugiés russes. Les apatrides. Les apatrides sont les personnes qui n'ont aucune nationalité. Juridiquement, un apatride est soumis à la loi de l'État dans lequel il habite, mais sans pouvoir bénéficier d'une protection nationale. Selon l'accord de 1954, un apatride doit être traité comme un réfugié privilégié. Le deuxième élément constitutif matériel d'un État, c'est le territoire. Parmi les types du territoire, on trouve un territoire terrestre, maritime et aérien. Le territoire terrestre, c'est la terre ferme d'un État. La délimitation du territoire d'un État vis-à-vis d'un autre État se fait par la frontière. Sur son territoire terrestre, un État exerce pleinement sa compétence territoriale, c'est la souveraineté interne. On trouve aussi le territoire maritime d'un État, sont les eaux intérieures et la mer territoriale. Le troisième type de territoire, c'est le territoire aérien, ce qui coïncide l'espace terrestre et maritime d'un État. Le troisième élément matériel constitutif de l'État, c'est le gouvernement. Le gouvernement sont les institutions étudiées en droit constitutionnel et en droit administratif et qui en principe ne concernent que le droit interne et non le droit international. L'ordre international a toujours exigé l'effectivité et la continuité du gouvernement. L'effectivité, c'est la capacité à exercer toutes les fonctions étatiques. La continuité, c'est la continuité de l'État au-delà du changement de gouvernement. Les éléments juridiques d'un État sont la souveraineté, la reconnaissance et la notion de la frontière. La souveraineté. Un État est exclusivement compétent sur son territoire. La souveraineté interne implique le principe de la hiérarchie. La souveraineté externe repose sur le principe d'égalité entre les États, quelle que soit leur puissance effective, leurs ressources ou leur démographie, et donc indépendamment les inégalités de fait.
On parle ainsi dans la Charte des Nations Unies d'égalité souveraine. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'acceptation des États de l'existence ou de l'apparition d'un nouvel État pour lui permettre d'avoir des relations diplomatiques avec eux. On trouve deux formes de reconnaissance, une reconnaissance expresse et une reconnaissance tacite. La reconnaissance expresse, c'est sous forme d'un accord. Par contre, une reconnaissance tacite est l'établissement des relations officielles. Elle peut annoncer d'un seul ou plusieurs États. On distingue deux types de reconnaissance. Une reconnaissance d'un État et une reconnaissance d'un gouvernement. Une reconnaissance d'un État à l'occasion de la naissance d'un nouvel État. Une reconnaissance d'un gouvernement à l'occasion d'un changement antidémocratique ou anticonstitutionnel. La notion de frontière. La frontière est fondée sur trois grands principes: l'inviolabilité, tout recours à la force est illégal, et la délimitation. Le principe de l'inviolabilité. Ce principe signifie que l'État est le seul compétent d'exercer sa souveraineté sur son territoire, ce qu'on entend par une souveraineté interne. Le deuxième principe, le principe d'inviolabilité, reconnaît la souveraineté interne de l'État, donc tout recours à la force est illégal. La délimitation des frontières peut être par une voie conventionnelle ou par voie juridique. Par voie conventionnelle, la frontière est généralement tracée par voie d'accord entre États. Elle peut être un traité spécial de délimitation, comme c'est le cas du traité entre l'Argentine et le Chili du 29/11/1984, ou un traité général qui règle un problème territorial. Et c'est le cas du traité du 14/11/1990 entre l'Allemagne et la Pologne, qui reconnaît la réunification allemande en échange de la reconnaissance par l'Allemagne de la ligne Oder-Neisse comme la frontière entre les deux États. Les traités relatifs aux frontières sont soumis à un régime juridique particulier pour assurer leur stabilité dans l'intérêt de la paix internationale. En effet, le principe de changement de circonstances ne peut être invoqué pour mettre fin à un traité de frontières. De même, ce type de traité est maintenu en cas de succession d'États. Ces dispositions sont consacrées par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par voie juridictionnelle, en cas d'échec des négociations des délimitations des frontières, les États soumettent parfois leurs différends à la CIG ou encore à des tribunaux d'arbitrage. Pour régler ce genre de conflit, le DIP prévoit de confronter les titres juridiques pour déterminer le propriétaire légal du territoire contesté. C'est le cas en 1975 quand le Maroc avait saisi la CIG au sujet de la marocanité de Sahara. À cette occasion, il avait présenté des documents et des titres juridiques et historiques qui étaient la preuve de liens solides et continus entre le Sahara et les sultans du Maroc. Il s'agit de l'avis consultatif de la CIG du 16 octobre 1975. Comme un petit résumé de tout ce qu'on avait vu dans cette vidéo, peut-on dire que le DIP a un acteur principal sur la scène mondiale, c'est l'État. L'État a des conditions d'existence qui sont des éléments constitutifs qui se divisent en deux grandes parties, des éléments matériels et des éléments juridiques. Parmi les éléments matériels, on trouve la population, le territoire et un gouvernement effectif. Parmi les éléments juridiques, on trouve la souveraineté, la reconnaissance et la notion de frontière. Merci pour votre attention. Fin de cette vidéo. On se retrouve la vidéo prochaine au même endroit. Ciao ciao.